Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Nous avons donc deux invités exceptionnels pour cet épisode. Pascal Demurger, directeur de la Maïf, et Philippe Silbersan, enseignant-chercheur à l'EM Lyon. Bonjour. Donc Pascal, pour commencer, Pascal Demurger, vous avez écrit un livre sur l'entreprise politique. Mais l'entreprise a-t-elle vraiment pour rôle d'être politique ? Oui, la responsabilité politique de l'entreprise, elle est multifactorielle et j'allais dire, elle est classique, elle est de toute éternité. L'élément nouveau, je crois, et qui est en train de monter en puissance de manière extrêmement forte, l'élément nouveau, c'est que jusqu'à présent, cette responsabilité politique, je pouvais, en tant que dirigeant, l'assumer ou ne pas l'assumer, en considération, j'allais dire, de mon éthique personnelle. Et c'est un peu l'éthique des dirigeants qui conduisait les entreprises à se comporter de telle ou de telle manière, de prendre en compte ou pas les conséquences de leurs pratiques, les conséquences de leur comportement. Aujourd'hui, la donne est en train de changer. Aujourd'hui, il y a une attente sociale à l'égard de l'entreprise qui est en train de profondément évoluer. Cette attente sociale, elle fait que l'on n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle produise des biens et des services. On n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle emploie et qu'elle rémunère des salariés. On attend également de l'entreprise qu'elle prenne en charge une partie de la réponse aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit les problèmes sociaux, que ce soit des problèmes de société d'une manière générale. Pour tout un tas de raisons. Parce que la profondeur de ces problèmes fait que tout le monde se rend bien compte qu'on n'ira pas, qu'on ne parviendra pas à résoudre ces problèmes si tout le monde ne s'y met pas, y compris les entreprises. Parce que il y a, à tort ou à raison, peu importe, une défiance malgré tout à l'égard de la puissance publique, et en tout cas le sentiment relativement généralisé que la puissance publique, même si elle a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, évidemment, je crois que peu de monde remet ça en cause, si la puissance publique a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, elle ne peut pas agir seule. Et il faut impérativement l'aide des entreprises. Parce que, également, non seulement les problèmes sont gigantesques, mais leur règlement est extrêmement urgent. Je ne sais pas si l'entreprise a une finalité politique, je n'irai pas jusque-là, mais je crois que votre question est, est-ce que l'entreprise a un rôle politique et ma réponse est d'évidence oui, et une responsabilité très renouvelée en la matière. Je vous remercie. Philippe Silbersan, si vous voulez réagir là-dessus. Oui, alors beaucoup de choses, effectivement, ont été couvertes. Donc, effectivement, une organisation, quelle qu'elle soit, elle existe dans un contexte, dans un environnement. Donc, effectivement, elle a, de fait, un impact politique sur plein d'aspects que vous venez de mentionner. Donc ça, elle est au sein de la police, de la ville, de la société. D'ailleurs, il faut rappeler qu'une entreprise se définit par un objet social, donc on est tout de suite dans quelque chose de collectif. Quand vous disiez il y a une attente envers les entreprises, c'est réel. Mais selon moi, c'est un symptôme. Et un symptôme de quoi ? C'est un symptôme de déclin de la puissance publique. Et donc, il y a et vous l'avez dit, il y a pour plein de raisons, et on pourrait en parler parce que je crois que c'est au fond le vrai sujet, c'est qu'on a aujourd'hui un vide qui se crée, donc qui crée un appel d'air. Comme la puissance publique, pour plein de raisons, est un peu en déclin, ou en tout cas en problème de réponse par rapport à beaucoup de ces sujets, cet appel d'air fait qu'on se tourne vers les entreprises en disant c'est à vous de vous en occuper parce que la puissance publique est un peu en défaut. Un peu comme à la fin de l'Empire romain. Puis la deuxième chose, c'est que moi je perçois un très grand risque sur cet investissement de l'espace politique de l'entreprise. Alors, il est multiple. D'abord, je ne suis pas convaincu que tout le monde veuille que l'entreprise aille occuper le terrain politique. C'est une puissance privée. Et donc, l'espace politique, c'est aussi, encore une fois, l'État, les associations, les individus, etc. Et dire l'entreprise privée doit prendre plus d'importance dans le politique, attention à ce qu'on veut vraiment, parce que, moi personnellement, je suis loin d'être contre les entreprises, mais je ne suis pas non plus très favorable à ce qu'elles jouent un rôle politique plus important que ça. Je pense qu'il y a un espace politique. Les entreprises payent des impôts, mais elles ne votent pas, ce sont les individus qui votent. Et donc, il y a une espèce de mélange des genres qui me paraît dangereux. Puis après, il y a un troisième élément,
qui est celui de l'intérêt des entreprises à aller sur ce terrain-là, on risque d'avoir une situation dans laquelle chaque secte ou chaque opinion politique a ses entreprises. Alors, si je suis plutôt de coloration, on va dire de droite, alors je vais acheter, je dis n'importe quoi, à Gundaz, mais si je suis de gauche, je vais prendre Ben & Jerry, et puis il faudra que pour chaque, mon assureur, ma marque automobile, machin, ce soit bien... On a un risque de dérive qui est néfaste pour les consommateurs, qui, je pense, est dangereux pour les entreprises. Donc, c'est comme toujours, c'est ni blanc ni noir, mais j'inciterai à la prudence sur cette question-là. C'est très tentant d'aller sur le terrain politique. Je crois qu'on a aussi beaucoup à perdre. Juste peut-être une réaction. Moi, j'ai l'impression qu'on écrit exactement la même chose, que l'on dit exactement la même chose, on l'exprime simplement sous deux angles différents. Hein. Et je crois qu'on est bien d'accord pour considérer l'un et l'autre que l'entreprise n'a rien à faire dans l'arène politique. L'entreprise n'a rien à faire et n'a aucune légitimité, et ce serait même dramatique, pour définir ou contribuer à définir ce qu'est l'intérêt général, là où on doit aller, etc. Clairement. Hein. Et d'ailleurs, l'entreprise n'est pas un lieu démocratique. J'allais presque dire par nature. Là, en revanche, où, de manière un peu provocatrice, je le reconnais, j'ai titré mon livre « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus », c'est elle qui sera politique. C'est-à-dire qu'elle a une responsabilité dans les conséquences de ses actes, dans la manière qu'elle a de fabriquer ses biens ou de rendre les services qu'elle a à rendre. Et cette responsabilité, je pense que cette responsabilité, bon, tout simplement, peu de personnes en avaient conscience au XXe siècle. Je pense que cette responsabilité, elle va s'imposer aux entreprises au XXIe siècle. Et c'est ça la véritable bascule. Ça nous amène presque directement au thème de la raison d'être. Plus largement, qu'est-ce que ce concept englobe pour chacun d'entre vous ? Alors, le terme de raison d'être est presque porte en lui-même une forme d'ambiguïté. Et d'ailleurs, la Maïf n'a évidemment pas échappé comment dirais-je, au fait de se définir une raison d'être. Hein, et on est même allé au-delà, puisque nous sommes devenus entreprise à mission au sens de la loi Pacte, hein, ce qui pose là pour le coup pour l'entreprise un niveau d'exigence extrêmement élevé. Hein, le cœur de notre raison d'être est autour de cette idée d'attention sincère à l'autre et au monde. Et on voit bien que l'attention sincère, ça définit, ça décrit une manière d'être, ça décrit un comportement, une manière de faire. Si je suis attentif à mes collaborateurs, c'est évidemment un des volets de cette raison d'être, si je suis attentif à mes collaborateurs, eh bien, voilà, derrière, qu'est-ce que je vais mettre en place pour démontrer que j'ai cette attention, et cette attention sincère. Attention sincère à l'égard de mes collaborateurs, ça veut dire que je me préoccupe prioritairement de leur épanouissement dans l'entreprise, en réalité. Si je suis attentif à mes clients, à mes sociétaires en l'occurrence, et si je le suis de manière sincère, ça veut dire que je vais en mettre en place là aussi tout un dispositif pour que la qualité du conseil qui leur est délivré aille bien dans le sens de leur intérêt. Que la qualité du service qui leur est fourni réponde bien complètement à leurs demandes, même si parfois c'est au détriment en termes de coûts ou que sais-je de l'entreprise. L'attention sincère portée au monde, eh bien c'est bien, là aussi avec la sincérité de cette attention, c'est bien comment je prends garde dans chacun des métiers de mon entreprise. Hein, chacun des métiers de l'entreprise, pas seulement le métier de l'assurance, mais aussi des métiers, je ne sais pas moi, le restaurant d'entreprise, l'entretien des espaces verts, la gestion d'actifs financiers, sujet extrêmement important. Comment je fais en sorte que dans chacun de ces métiers, mon impact environnemental, par exemple, soit le plus positif possible, ou le moins négatif possible s'il ne peut pas être positif, etc. Donc on voit bien que cette attention sincère, ça décrit un comportement, une manière d'être, plus qu'une raison d'être. Hein, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une toute petite ambiguïté sur ce terme. Effectivement, mais quand je vous entends, justement, j'ai l'impression d'avoir plus quelque chose qui fait référence aux valeurs ou aux principes d'action qu'à la raison d'être, et que peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur la raison d'être de la Maïf. Mais principe d'action, vous avez totalement raison. Pour moi, la raison d'être, c'est une éthique de la pratique. Ah. D'accord.
Et donc, quelle définition pour vous? Alors, c'est très intéressant. Je vais revenir parce que je partage ce que vous venez de dire. On va finir par être d'accord sur trop de choses. Ça va être un débat, c'est important, on va y arriver. Avec un effort, on va y arriver. Mais la raison d'être, c'est un concept comme le management les aime, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. C'est un vieux concept de stratégie qui a été un peu remouliné ces dernières années, et en fait il y a aujourd'hui 3 justifications à ce qu'on appelle la raison d'être. Alors vous avez raison, il y a une ambiguïté. Quand on est, c'est un fait. Ce qu'on a mis en avant, c'est d'abord une raison plutôt d'ordre moral, c'est-à-dire de dire le profit ne suffit pas, une entreprise doit aller au-delà de simplement, si je puis dire, faire du profit. Parce que le profit, alors là on tombe sur un vieux fond qui peut être chrétien ou marxiste, ou en tout cas une espèce de réticence à l'idée que le profit en lui-même est moralement suffisant. Il faut, moi j'appelle ça un supplément d'âme, et donc que l'entreprise doit aller chercher quelque chose un peu à l'extérieur, dans la société, pour que, bon, oui, ok, elle fait du profit, mais elle, je sais pas, elle apprend aux enfants à lire, ou elle fait, enfin, là, ce supplément d'âme-là. Donc, ce qui est évidemment important, c'est que derrière, on a des croyances très profondes sur la façon dont on voit le profit, et c'est acceptable, bien sûr, mais enfin, il faut avoir conscience que ça procède aussi d'une façon de voir le profit qui est, on va dire, plutôt réticente. Il y a eu une deuxième justification de la raison d'être que j'appelle plutôt stratégique. Alors là, on est dans tout le courant du management des années 70 sur la raison d'être, c'est l'étoile polaire qui va permettre au management de prendre des décisions en disant ces décisions sont-elles ou ne sont-elles pas conformes à notre raison d'être, parce que ça va servir de guide et donc ça va entraîner la performance. Donc là, l'argument, il est autour de la performance. Bon, l'expérience montre que c'est pas le cas, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'espère bien. Et puis il y a une troisième raison qui est plus récente, qui est de dire la raison d'être, c'est vecteur de sens pour les collaborateurs et donc d'engagement. Dans les 3 cas, on est quelque part assez utilitaire, ou en tout cas on a moi ce que j'appelle des modèles mentaux, en tout cas des croyances très fortes sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Je crois qu'il y a une approche un peu alternative de tout ça, qui est de dire la raison d'être, au fond, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'une organisation, elle est créée par des gens, pas toujours pour gagner de l'argent. Quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens créent des entreprises, moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, les raisons sont très souvent multiples, parfois assez floues. Alors, il y a toujours un peu, quelque part, l'idée que si ça marche bien, on va gagner un peu d'argent. C'est parfois présent, ça ne l'est pas toujours. On a aussi des motivations qui sont... Alors, moi, je cite toujours l'exemple de Hewlett et Packard. Ils créent Hewlett Packard, pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de travailler ensemble. Ils ne savent pas bien ce qu'ils vont faire, mais ils sont amis de par leurs études, ils créent l'entreprise. Et nous, ce qu'on voulait, c'était bosser ensemble. Donc, ils créent l'entreprise, et après ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et ils ont mis 5 ans à trouver qu'ils allaient faire de l'électronique. Et donc la raison d'être, souvent, elle est très multiple. Ça peut être moi, ce que j'observe beaucoup, aussi bien dans des entreprises naissantes que dans des entreprises existantes, c'est très souvent le plaisir de travailler ensemble. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher quelque chose que les chercheurs en management appellent, vous savez, téléologique, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes, une espèce de raison éloignée de nous. On peut trouver en nous le plaisir d'être ensemble et d'agir. On pourra en discuter. Je suis persuadé qu'il faut sans doute un peu les deux. Mais on va continuer sur la raison d'être et essayer de mettre un petit complément. La raison d'être peut-elle être la même dans une administration, dans une collectivité publique, dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une mutuelle par exemple comme la Maïf, dans une PME, dans une ETI, dans un grand groupe? Est-ce que la taille ou le type d'entreprise fait une différence, Pascal, pour vous ? Alors pour moi, il n'y a pas de différence vraiment de principe, mais il y a en réalité de vraies différences pratiques. Pour moi, il n'y a pas de différence de principe. Je pense à la fois pour les raisons que j'ai dites d'attente sociale à l'égard de l'entreprise, quelle qu'elle soit, et on reviendra dans les catégories que vous avez citées, mais aussi parce que, et je vous ai entendu, Philippe, sur finalement les ressorts de la motivation individuelle. Malgré tout, et je crois beaucoup au ressort tiré de la manière dont l'entreprise, considère ses collaborateurs. La question de la confiance, par exemple, est un ressort complètement essentiel de motivation. Si j'accorde a priori, et c'est un acte de foi,
ma confiance à l'ensemble des collaborateurs et donc je leur donne les marges de manœuvre suffisantes pour exercer leur activité et pas simplement dérouler des process, mais véritablement trouver en eux-mêmes des solutions à des problèmes qui se posent à l'entreprise, évidemment que la motivation va être infiniment plus forte. Très différemment, vous preniez l'exemple d'une administration ou d'une entreprise publique, c'est beaucoup plus compliqué parce que, à la fois plus simple et plus compliqué. Une administration, sa mission, son objet social, hein, si on utilisait ce terme, c'est précisément l'intérêt général. Le service public, peu importe comment on le qualifie. Et donc, en soi, cette mission, c'est une mission de bien public, en quelque sorte. Hein. Et donc, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter à ça une raison d'être ? Spontanément, on pourrait se dire non, en tout cas pas au sens de la finalité, puisque la finalité, elle est déjà là. La finalité, c'est l'intérêt général. La finalité, elle est téléologique. En revanche, si on considère la raison d'être comme étant une manière d'être, et une responsabilité sur ses pratiques, alors le fait de poursuivre un intérêt général, aussi noble soit-il, le fait d'avoir une mission aussi grande soit-elle, ne doit surtout pas nous exonérer de la responsabilité que l'on a sur la manière de faire les choses. Je peux exercer un service public complètement essentiel et chercher à ne pas polluer, etc., etc. Philippe ? Alors, effectivement, la raison d'être, elle va varier en fonction du type de l'institution, mais je crois qu'elle peut même varier au sein d'entreprises, surtout le cas des entreprises, au sens où, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y ait, par exemple, pas de concurrence très forte au sein de l'organisation entre les gens, etc. Moi, j'ai travaillé avec des équipes commerciales dans lesquelles il y a une extrême concurrence entre les gens. Ce sont des environnements très durs et qui sont exaltants. Moi, c'est pas mon truc, personnellement. Et donc, l'enjeu, c'est, encore une fois, pas de dire il y a un modèle unique, c'est que chaque organisation développe, comme dirait Friedman, dans le respect des lois et de l'éthique, bien évidemment, il faut toujours rappeler ça, une culture dans laquelle certains vont s'épanouir, d'autres vont pas du tout s'épanouir, et donc c'est ce qui explique que, par exemple, je vais, moi, être à l'aise dans une organisation et être très mal à l'aise dans une autre, je peux vous dire. Abordons à présent votre différent. Amazon s'est donné pour mission d'être la société la plus centrée sur le client au monde. Est-ce qu'elle remplit, selon vous, cette mission ? Pascal ? Oui, alors je crois qu'il n'y a aucun doute sur la manière dont Amazon remplit sa mission. Et dans sa façon de proposer une expérience client, comme on dit aujourd'hui, absolument remarquable et peut-être même unique. Amazon remplit complètement son objet, qui est, alors je ne sais pas comment Amazon le définit elle-même, mais qui est de livrer dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions possibles, à peu près n'importe quoi, à peu près n'importe où, et dans un délai à peu près nul. Donc ils le font de manière incroyable, et de fait ils ont révolutionné en grande partie le commerce, tout simplement, ce qui n'est pas rien. Donc pour moi, le sujet d'Amazon n'est absolument pas sur la manière dont Amazon exerce son métier, qui encore une fois est remarquable. Non, le sujet est plutôt la manière dont Amazon se préoccupe ou ne se préoccupe pas des conséquences de son activité et ne cherche pas à intégrer dans l'exercice de son métier des préoccupations qui seraient des préoccupations politiques ou citoyennes ou éthiques, peu importe le qualificatif que l'on emploie. Et pour moi, c'est là que le bas blesse, et qu'il y a un vrai sujet. C'est pas sur l'exercice de son métier. Alors moi, on aurait dû commencer par là, parce que j'ai un peu un souci, c'est que je suis client d'Amazon et de la Maïf, enfin sociétaire de la Maïf. Donc, alors quel est le meilleur service client ? Alors je suis satisfait des deux.
Voilà, donc je l'avais noté d'ailleurs dans une réponse, c'est-à-dire que j'étais un sociétaire, mes parents étaient déjà à la Maïf, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, ma grand-mère était à la Maïf, mes parents sont à la Maïf, et je suis à la Maïf, et j'en suis très heureux. Et je suis également un client très satisfait d'Amazon, donc vous l'avez dit, Amazon c'est une entreprise qui marche très très bien. Alors, le sujet d'Amazon, c'est l'entreprise qu'on adore détester en France, hein. Voilà, si vous ne savez pas de quoi parler dans un repas entre amis, alors le moment est mal choisi, parce qu'en ce moment, il y a peu de repas entre amis, mais bon, c'est une figure de style. Vous lancez le sujet Amazon, vous aurez forcément 2 fans et puis 2 opposants, et puis l'ambiance du repas est assurée pour le reste de la soirée. C'est la nouvelle affaire Dreyfus. Voilà, c'est la nouvelle affaire Dreyfus. Voilà. Ils en ont parlé, ils ne voulaient pas en parler. Voilà. Donc, je crois qu'effectivement, pour une raison un peu étrange d'ailleurs, parce que Amazon, c'est quand même 6% du commerce mondial, de quoi parle-t-on ? Amazon, c'est la moitié de la part de marché de Carrefour en France. Hein, donc, alors, oui, ils révolutionnent le commerce électronique. Ils n'ont pas inventé tant de choses que ça. Puisque si on regarde Sears Roebuck, qui était le pionnier américain du commerce, hein, il livrait 100 000 commandes par an dès le début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans. La question, ça a été sur Amazon, effectivement, le côté « je ne me préoccupe pas des conséquences », mais moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire ça. Amazon, ils ont des engagements sur la consommation de leurs centres de données, ils ont pas plus ou pas moins que d'autres des engagements sociétaux. Enfin, moi je veux bien qu'on prenne ce que eux font et puis la liste des 30 premières entreprises françaises, concrètement, et puis là je pense que ça serait intéressant, ça dépassionnerait le débat un petit peu. Puis après, il y a eu des critiques sur la gestion d'Amazon. Alors, il y a eu plein d'articles sur leurs entrepôts qui seraient des enfers vivants, on a eu des témoignages sur le terrain, etc. Alors, il se trouve que moi, je connais très bien quelqu'un qui a fait l'audit des entrepôts Amazon sur l'angle de la qualité de vie au travail. Donc là, on est au cœur du sujet. Et donc, j'ai échangé avec cette personne et elle me disait qu'elle ne comprend pas le procès qu'on fait à Amazon, puisque chaque fois qu'elle arrivait dans un entrepôt avec son questionnaire, ils avaient coché toutes les cases et qu'elle avait en gros pas grand-chose à leur dire. Alors, nul n'est parfait, on peut toujours trouver des choses, mais le procès qui est fait à Amazon, à la fois sur ce qu'ils font, qui aura un impact négatif, j'ai pas d'éléments. Et comment ils le font, j'ai pas d'éléments non plus. C'est parce que c'est le challenger qu'on n'a pas vu venir. Beaucoup de patrons français depuis des années, et j'ai eu des conversations édifiantes avec certains d'entre eux qui m'expliquaient que ça ne marcherait jamais. Pour des raisons alors culturelles ou autres. Hein. Le dernier truc, c'est de dire qu'ils ne gagnent de l'argent qu'avec leur serveur informatique AWS, ce qui n'est pas vrai. Mais vous avez beau montrer les chiffres, ça ne change pas. Je ne comprends pas, en fait, ce qu'on reproche vraiment à Amazon. Et puis après, il y a effectivement ce que vous disiez sur le côté, je crois que vous avez employé l'expression de géant au pied d'argile. Et là, j'ai envie de répondre que tout géant a des pieds d'argile. C'est le principe du système économique qui est de dire une entreprise peut avoir un succès très important et puis quelques années après péricliter. Je crois que dans ce que disait Pascal, il y avait un axe environnemental sur lequel ils ne faisaient peut-être pas assez d'efforts. Après, moi, j'ai recherché un peu. Je sais qu'ils ont des engagements sur leur Climate Pledge d'être neutre en carbone d'ici 2040. Ce genre de choses. Neutre en carbone, c'est peut-être pas assez, mais c'est un engagement sur pas mal dans ce métier-là. sur l'environnement dans un métier important. Est-ce que voilà, c'est des débats d'experts. Après, on va pas rentrer dans les débats d'experts sur l'environnement. Mais en tout cas, ils ont des engagements assez forts. Elles paient généralement ces impôts en fonction des règles en vigueur. On peut pas les mettre en cause sur le manque d'harmonisation fiscale européenne. Il n'y a pas de procès en cours, en tout cas. Voilà, après, là-dessus, il y aurait sans doute des choses à faire, mais est-ce que c'est... Plus généralement, le commerce électronique, donc il y a Amazon, mais il y en a d'autres, le commerce électronique, je pense, a un impact très positif sur l'environnement. Moi, je vois, encore, je vais reprendre mon exemple, parce que je ne suis pas un expert, mais j'achète un livre sur Amazon, je ne prends pas ma voiture pour aller acheter un livre. Et non seulement ça, c'est que quand ça m'est arrivé l'autre jour, je devais acheter un livre, donc je suis allé dans une librairie qui ne l'avait pas, donc j'ai dû aller dans une autre librairie qui ne l'avait pas, donc j'ai fait 2 ou 3 trajets en voiture pour finir par revenir chez moi. En plus, on sait que quand un trajet est court, la voiture est froide, donc elle consomme plus. Enfin, on pourrait faire des calculs assez savants. Ma question serait, est-ce que le vrai problème, ça ne serait pas surtout l'abus de position dominante? Parce qu'on le voit dans les sujets dont on parlait tout à l'heure, notamment aux États-Unis,
sur Parler, là, par exemple, l'application, est-ce que ça, ce ne sont pas des choses, se dire qu'un acteur a un tel poids et peut décider du jour au lendemain d'en supprimer un autre, en tout cas de l'hébergement pendant un moment, n'empêche que par derrière tout ça, les enquêtes qui sont faites au Sénat américain, il y a sans doute une problématique sur cet abus de position dominante. L'important dans l'affaire Dreyfus, ce n'est pas la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus. L'important dans l'affaire Dreyfus, c'est le symbole que cette affaire a pris. Et l'important dans l'affaire Dreyfus, c'est tout ce que derrière le procès de cet officier de l'armée, il y a de fantasmes antisémites, d'idéologie, etc. L'important dans Amazon, c'est pas Amazon. L'important dans Amazon, c'est le symbole que représente Amazon. Savoir si Amazon paye ses impôts ou pas en tant que tel, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet essentiel. Hein, même si c'est un tout petit peu étonnant quand même qu'un Amazon, alors d'abord, ne communique absolument jamais sur le montant des impôts qu'il paye dans tel ou tel pays. Je crois que l'essentiel, et vous l'avez bien dit, Amazon suscite des passions, soit chez les défendeurs, soit chez les pourfendeurs, peu importe, parce que Amazon est un symbole. Hein, et Amazon, géant au pied d'argile, oui, je crois, et d'ailleurs le premier à l'avoir dit, ça n'est pas moi, c'est Jeff Bezos, hein, qui a déclaré... Pas pour les mêmes raisons, ça c'est clair. Ça on est bien d'accord. Ça on est bien d'accord. Mais qui en 2018 disait, voilà, nous ne sommes pas too big to fail. Ah, bien sûr. Bill Gates disait pareil, bien sûr. Et il faut s'attendre à ce que Amazon demain disparaisse. Hein, et c'est, rajoutait-il, je crois, le sort normal de l'entreprise. Non, la question de géant au pied d'argile renvoie au débat que l'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise au XXIe siècle, et notamment une entreprise a fortiori, aussi visible, aussi grande, et aussi, j'allais dire, symboliquement forte qu'une entreprise comme Amazon, peut se permettre d'avoir un comportement qui, à tort ou à raison, on va pas chercher à faire un procès à charge ou à décharge, mais un comportement qui apparaît comme n'étant pas un comportement responsable sur l'environnement, sur le fisc, sur l'emploi, et comme ayant finalement un impact négatif sur la société en général. Et donc effectivement, grâce au métier à tisser, on pouvait faire avec une personne le même travail qui avant était fait par 5 personnes. Effectivement, impact immédiat négatif. La première chose que je souligne toujours, c'est que quelle était la motivation de notre ami Jacquard dans la fabrication de ce métier à tisser ? Eh bien, sa motivation, c'était de supprimer le travail des enfants. Je sais bien. Donc là, on a une noble intention qui a une externalité, comme vous disiez tout à l'heure, ou en tout cas un effet pervers, pas si pervers que ça, mais en tout cas quelque chose qu'il n'avait probablement pas anticipé, ou en tout cas pas au début. Et donc, phase numéro 1, évidemment, des gens perdent leur travail, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le tissu coûte 5 fois moins cher, donc la demande augmente, et une dizaine d'années après l'introduction du métier à tisser Jacquard, on a plus de gens qui travaillent dans l'industrie qu'avant le métier à tisser de Jacquard. Une remarque, et ça rejoint la question précédente et la question du symbole. Précisément, hein, ce que vous décrivez là, sur le fait que finalement on est dans ce mouvement schumpeterien de destruction créatrice et on crée de la valeur au global par l'innovation. Et tout ce mouvement que vous décrivez pour les métiers à tisser où on va demain consommer 5 fois plus parce que il y aura une réduction très forte du coût et finalement tout le monde s'y retrouvera. Je pense que c'est précisément ce que Amazon et d'autres incarnent comme symbole, et symbole qui commence à être remis en cause, qui est ce que l'on a envie de prolonger
cette société du XXe siècle, de plus en plus productive. Mais il est interrogé par des gens qui ont acquis cette richesse et qui peuvent se permettre de dire qu'ils ne vont plus en avoir besoin de davantage. Je crois que moi j'ai vécu en Inde, c'est pas ce type d'interrogation que les gens ont parce que eux n'ont pas encore eu accès à cette richesse. J'aurais bien aimé une dernière petite question sur ce dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, celle sur Bâti pour durer, vous qui le connaissez bien, cet ouvrage, Philippe. Ne croyez-vous pas que si des chercheurs français aussi rigoureux que ces deux auteurs avaient travaillé le sujet, la Maïf ferait forcément partie de ce type d'entité, Bâti pour durer? Alors, je ne connais pas assez la Maïf pour répondre honnêtement. Elle aurait sûrement été candidate, ça c'est certain. Il se trouve que j'ai travaillé avec Jim Collins pour son avant-dernier ouvrage. Mais le problème avec donc Bâti pour durer, et puis après il y a eu le livre sur l'excellence. C'est justement qu'il y avait l'idée. Alors, il y a plein d'idées très intéressantes chez Collins et Porras. Je crois que ça vaut vraiment la peine de lire le livre. Mais quand on regarde la liste des entreprises qu'il nous a présentées comme bâties pour durer, elles n'ont pas toutes duré. Et il y a même des situations qui sont devenues assez embarrassantes. Donc, derrière, il y a quand même une question sur... Alors, son grand exemple, c'est Fannie Mae. Alors, Fannie Mae, pour mémoire, c'est la grande entreprise de financement du logement populaire qui est quand même à l'origine de la crise de 2008, puisqu'en fait, Fannie Mae, sa mission, c'était de permettre à des gens qui ne pouvaient pas se le permettre d'acheter quand même une maison. Vous voyez, la perversion du truc. Alors, un exemple parmi... Non, alors j'en ai d'autres. Je pourrais parler de Motorola, je pourrais parler qui était le grand exemple dans le domaine de l'électronique. Bon, malheureusement, Motorola, qui est une société pour laquelle j'avais un très grand respect. Voilà, donc... l'idée, c'était de dire qu'il y a un certain nombre de raisons qui font qu'une entreprise va durer. Il y avait une emphase sur les valeurs et surtout sur la raison d'être, le purpose en anglais. Et donc, un des arguments, c'était de dire une entreprise qui a une raison d'être très claire, une mission très claire, donc une espèce d'étoile du Nord très claire sur un socle de valeurs, va durer. Or, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Donc, il y a une question sur en fait la validité de cette croyance qui est de dire le meilleur moyen pour nous de durer, c'est d'avoir une espèce d'étoile polaire qui va nous guider, parce que c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas toujours le cas, et on trouvera sûrement des exceptions, bien sûr. Merci. Vous aviez quelque chose à ajouter? Alors sur cette question particulière, pas du tout. C'est de toute façon, enfin c'est de mon point de vue une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante. Enfin, on peut faire les erreurs stratégiques les plus dramatiques, tout en ayant énormément de valeurs et en ayant une mission et une raison d'être extrêmement bien établies. Ça ne garantit pas contre les erreurs stratégiques et donc ça ne garantit pas la pérennité, c'est clair. Préparer le grand récit que n'a pas trouvé comme client Monsieur Silversan dans votre communication, la communication de la Maïf. Sociétaire de la Maïf. Oui, mais dans son article, et il le dit qu'il est sociétaire, mais dans la communication sur la raison d'être, un bon écolier. Il n'a pas trouvé peut-être des éléments qui contribuent à redonner confiance, parce que je crois que la Maïf, c'est aussi ça, c'est une assurance qui a contribué à redonner confiance dans un métier très décrié, tout en responsabilisant depuis sa fondation les sociétaires, depuis toujours considérés comme des parties prenantes. Et c'est au cœur de ces problématiques de raison d'être. Donc... complètement. Hein, et vous parliez de métiers très décriés. On est dans une crise sanitaire et on vient de clore une année 2020 au cours de laquelle les assureurs, en France en tout cas, ont été particulièrement vilipendés, décriés, etc. Et on voit bien que dans ce contexte-là, précisément parce que la Maïf s'est fixée à elle-même un certain nombre d'exigences, résumées d'une certaine manière dans sa raison d'être. Je vous disais tout à l'heure, attention sincère portée à, comment on incarne concrètement, comment on traduit de la manière la plus concrète, la plus tangible possible, cette attention sincère portée à, dans le contexte, puisque c'est ce que l'on évoque là, dans le contexte de la crise sanitaire. Après on décline. Attention sincère portée aux collaborateurs. Premier confinement, on avait
à peu près 2500 de nos collaborateurs qui étaient en dispense d'activité. L'attention sincère, c'est d'abord évidemment le maintien de leur rémunération à 100%. Tout en ne demandant pas le bénéfice du dispositif gouvernemental de chômage partiel, parce que on a considéré que ce dispositif avait plutôt été mis en place pour des entreprises qui en avaient tellement besoin que si elles n'en bénéficiaient pas, c'est leur survie même qui aurait été en cause. C'était la logique de la création de ce régime de chômage partiel. Or nous, on pouvait survivre. Évidemment, c'était des bénéfices en moins, évidemment, c'était des résultats en moins, mais on pouvait survivre sans toucher les 15 ou 20 millions d'euros auxquels on aurait pu prétendre de chômage partiel. Voilà, premier exemple d'attention sincère. Attention sincère à l'égard de nos clients, de nos sociétaires. Premier confinement, les gens n'utilisent plus leur véhicule. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident. Et donc se pose la question forcément de que fait-on de l'argent des primes d'assurance. Voilà, et nous nous étions fixés un principe qui pour moi était un principe d'évidence, qui est relativement simple, c'est il est hors de question que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui souffrent énormément, il y a des secteurs économiques entiers qui souffrent énormément. Il est hors de question dans ce contexte-là que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Et donc on a remboursé les primes d'assurance automobile à nos sociétaires parce qu'on n'allait pas garder l'argent alors qu'il n'y avait plus d'accidents en face. Je pourrais multiplier les exemples. Mais on voit bien que derrière ces idées de raison d'être, de mission, et en l'occurrence pour nous d'attention sincère, ça n'est pas seulement, ça n'est pas principalement, en tout cas pour nous, ça n'est vraiment pas du tout principalement une question de mots, de termes employés, de communication et de savoir si on va embarquer ou pas telle ou telle personne. C'est une traduction extrêmement concrète, extrêmement réelle, et qui, pour le coup, parce qu'elle est concrète, parce qu'elle est réelle et parce qu'elle est sincère, produit des effets extrêmement forts. J'ai parlé des salariés, les effets sur le corps social sont absolument incroyables. Et le niveau d'engagement du corps social de la Maïf, si un jour vous avez l'occasion, et je vous y invite avec grand plaisir de conduire ou de faire conduire une étude sur le sujet, vous serez surpris par le niveau d'engagement du corps social interne de la Maïf. Des effets sur nos sociétaires. Je ne peux pas décrire le nombre absolument incroyable de retours que l'on a eus sur le thème de qu'est-ce que l'on est fier d'être sociétaire de la Maïf, bravo, reconnaissance, etc. Et d'ailleurs, ça se traduit dans un comportement de fidélité à l'égard de la mutuelle qu'aucun autre assureur ne connaît et loin de là. Donc il y a bien une réalité tangible derrière tout ça. Merci. Il y a une question justement sur la Maïf. Est-ce que la raison d'être de la Maïf est assez liée à son histoire dans l'économie sociale, ou bien ces sociétaires ont tellement changé que la voie originale de la Maïf est caduque ? La voie originale n'est surtout pas caduque, et je pense au contraire que la voie que l'on essaye d'avoir, elle est complètement fidèle à notre histoire et à notre ADN. La Maïf, en 1934, est née précisément sur la base des mêmes préoccupations éthiques que celles que l'on porte aujourd'hui. Et je pense que les fondateurs de la Maïf, Edmond Proust notamment, n'auraient absolument pas renié à l'époque cette expression d'attention sincère portée à. Au contraire, ça me semble complètement convergent. Et en même temps, je pense que c'est d'une grande modernité pour les raisons que l'on a dites, parce que ça répond à une attente sociale qui est extrêmement forte. Donc non, on ne renie surtout rien du tout, bien au contraire.